J'ai l'immense privilège d'être accueilli dans les studios d'Ibrahim Adlou qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Ibrahim, bienvenue à la radio du cinéma. Bonjour, merci. Mais également accompagné de Sonia Mohamed Cherif, puisqu'en fait on va parler aujourd'hui d'un duo en fait de création autour d'un film qui sortira donc le 10 juin. Ce film s'appelle Fils de personne, réalisé donc par Safi Nelou, avec dans le rôle principal Romain Duris. Et donc, alors pour vous Sonia, on va vous présenter un tout petit peu. Vous avez l'année dernière participé à un concours très important de composition de musique de film en Italie, dans les Pouilles. Ce prix, c'est l'Apulia Soundtrack Award. Vous avez obtenu le prix émergent de la créatrice émergente l'année dernière. Qui êtes-vous? Et racontez-nous surtout un projet créatif, comment ça démarre, comment on pousse les limites pour essayer d'explorer là où on n'est jamais passé. J'ai envie de dire que ça passe déjà, c'est à travers un réalisateur, une réalisatrice, ça naît on parle de Safi Nebou, hein, oui, on est d'accord. Là en l'occurrence Safi Nebou, qui a eu l'idée de nous réunir, et ça a été une grande joie, et effectivement beaucoup de partage humain et artistique, je dirais. Donc il est revenu vers vous individuellement en vous disant j'ai un projet de film et je souhaiterais associer deux talents. C'est comme ça que ça s'est passé réellement? Alors je sais pas Sonia comment Sonia a vécu ça et comment elle a été sollicitée. Mais en ce qui me concerne, au départ Safi m'avait contacté en me disant et voilà Ibrahim, je voulais que tu travailles avec moi parce qu'on avait déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Il m'a dit voilà c'est une évidence pour moi, je voudrais que tu fasses la musique de mon prochain film. Et je lui ai dit, envoie-moi le scénario, envoie-moi tout, je vais commencer à lire et travailler dessus. Et pendant que je lisais, pendant que je travaillais dessus, pendant que je commençais à réfléchir à quelles allaient être les idées sur lesquelles j'allais commencer à poser des sons, avant même que je commence à poser un son, il m'appelle et il me dit, tu sais, j'ai une idée, j'aimerais bien te faire un duo sur la composition de la musique de ce film. Je lui dis, on n'a jamais fait, mais pourquoi pas, c'est qui ? Et donc il me parle de Sonia et très vite, immédiatement, je lui dis avec grand plaisir. Il n'y a rien qui m'empêcherait de travailler avec quelqu'un qui a le profil de Sonia, qui a son talent et ses idées, sa créativité. Donc à ce moment-là, vous ne la connaissiez pas? On se connaissait un peu quand même, si. D'accord. Vous connaissiez vos talents respectifs, en fait. En fait, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais on se connaissait. Vu l'envergure de sa carrière et vu le musicien qu'il est, rien ne l'obligeait à accepter cette collaboration, quand même. Donc, en fait, il y avait aussi... Non, mais c'est vrai. Ça s'appelle un bouquet de fleurs. Non, mais c'est vachement mignon, c'est gentil. Non, mais c'est pas du tout pour lui jeter des fleurs, c'est parce que c'est la vérité. En fait, rien ne le... Je veux dire, effectivement, je pense que ça a été une expérience pour lui comme pour moi qui a été vraiment très riche. Ça n'en fait aucun doute. Par contre, moi, je me sens très chanceuse aussi que alors évidemment que Safi Nebou ait donné mon nom, mais aussi qu'Ibrahim ait accepté, évidemment. En fait, il y a toujours de très belles choses à créer, il y a toujours de très belles expériences à vivre quand on ne s'interdit pas la rencontre, et en particulier celle à laquelle on ne s'attend pas au départ. Moi, je prêche pour l'improvisation depuis de nombreuses années, j'ai écrit un bouquin, j'ai une émission depuis 7 ans sur TSF Jazz à propos de ça, j'ai même fait une émission de télé autour de l'impro, j'ai donné des cours, j'ai créé la classe d'improvisation au Conservatoire de Paris il y a quelques années, je ne vais pas dire combien. Et donc je pratique l'improvisation tous les jours, j'en parle à tous mes élèves depuis que j'ai 17 ans, je parle de ça. Donc il y a un moment où lorsqu'on parle d'improvisation, et l'improvisation c'est simplement ça, c'est savoir faire face à l'imprévu, mais dans les bons imprévus et les mauvais. Voilà. Et là d'un seul coup j'ai un super imprévu qui arrive, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé avec Safi, il m'avait dit qu'il voulait que je fasse la musique et d'un seul coup il me dit mais j'ai une autre idée. Et moi je me dis c'est génial. Pourquoi il n'y a pas d'ego là-dedans, tout est lié en fait à la richesse de ce qui devrait en découler. Ce que j'aurais pu craindre éventuellement, ce serait que humainement on s'entende pas, parce que ça peut arriver quand on connaît les gens un peu ou beaucoup dans la vie ou même l'amitié, etc. Mais travailler avec quelqu'un c'est complètement différent. On peut même découvrir des choses qu'on n'imaginait pas aussi bien positives que négatives. Donc c'est peut-être plus là éventuellement qu'on aurait pu éventuellement avoir une crainte, mais très vite on les a effacées. Dès le début j'étais très 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 franc avec Sonia et je lui ai dit Sonia, faut qu'on soit très réaliste toi et moi en travaillant. Moi c'est sûr qu'il y a des choses que je vais pas pouvoir faire parce que tu connais très bien Safi, mieux que moi sur certains aspects.
Et puis moi, j'avais déjà fait plusieurs films avec sa fille, donc des longs métrages. Sonia avait travaillé sur une série. Donc on avait des expériences assez différentes de notre... musicalement en tout cas, avec sa fille Noubou. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je sois vraiment très direct et très franc avec elle pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Et donc j'ai dit à Sonia, voilà, comme tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec sa fille, je fais beaucoup de musique de film, j'ai une certaine expérience, mais il y a aussi des choses que toi tu vas pouvoir m'apporter que moi je ne pourrais pas avoir. Et donc si tu es d'accord pour que quelque part notre lien soit sain sur ces aspects-là, c'est-à-dire que tu acceptes qu'il y ait des choses que tu ne connaisses pas, que je puisse t'apprendre, et que moi de mon côté je vais vraiment accepter, je te le promets en gros, que toutes les idées que tu vas amener, je vais vraiment les traiter de manière très honnête. Je vais pas fermer la porte tout de suite parce que c'est pas moi qui les ai apportées. Je vais vraiment garder mon cœur très très ouvert sur tes idées, en essayant vraiment très objectivement de savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Si tu es d'accord avec ça, alors ça va très très bien se passer. Et dès le début en fait on s'est mis d'accord sur ça, et on était main dans la main sur cette aventure, sans avoir aucun écueil en fait. À aucun moment il y a eu un écueil, et ce qui est génial. Comment est-ce qu'on prend un challenge aussi important ? C'est un tournant dans votre carrière, dans votre jeune carrière, un projet aussi ambitieux. Je pense que pour vous, en fait, c'est aussi une façon de vous révéler aux yeux de tous, et dans la profession, et par les plus grands. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, évidemment que ça me touche, et que ça a été très précieux pour moi de sentir cette confiance, en fait. De sentir qu'il y avait vraiment... on était à part égale dans la création, et que, évidemment, moi je suis arrivée avec énormément confiance en ce talent, c'est sûr. Alors, moi je savais que d'un point de vue artistique, j'étais déjà très touchée par son travail, de tout temps. Donc ça c'était incontestable pour moi. Après, d'avoir la chance de sentir la confiance d'Ibrahim, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassurée, qui m'a donné une certaine forme de légitimité aussi. Et voilà, et évidemment j'ai appris beaucoup de choses, mais je pense que cette confiance-là qui a du coup été réciproque. Alors moi je suis pas une spécialiste en improvisation comme Ibrahim, mais par contre je pense que dans les valeurs de l'improvisation, à savoir le partage et faire confiance en ses coéquipiers, ça tu me dis si je me trompe, mais en fait voilà, c'est ça. Et donc c'est la philosophie de l'improvisation, c'est d'essayer de trouver des points communs malgré les différences. Ça peut être des différences culturelles, des différentes expériences, des différences de personnalité, des différences d'âge. C'est la philosophie de l'improvisation pour moi quand c'est une pratique à plusieurs comme ça. Et effectivement, ça fait partie de la philosophie de la chose, de se dire, on n'a jamais travaillé ensemble, on a des expériences différentes, il y a certainement aussi beaucoup de points communs, parce qu'il ne faut pas nous déconner. Voilà. Et donc forcément, on va réussir à trouver plein de belles choses. Et puis surtout, créer de la musique pour le cinéma, c'est avant tout trouver la bonne émotion qui accompagne l'image ou le propos, et en particulier celle qu'on n'arrive pas à exprimer vraiment avec l'image et qu'on n'arrive pas à exprimer avec les mots. Donc il faut avoir quelqu'un de particulièrement empathique pour pouvoir travailler là-dessus. Enfin, quelqu'un qui n'a pas ce même regard, qui n'a pas cette personnalité-là, et qui aurait une toute autre manière de travailler, qui ne soit pas basée sur la nécessité de trouver l'émotion, et qui n'aurait pas comme objectif numéro 1 de trouver le point sensible musical qui va accompagner l'image, ça ne fonctionnerait pas. Et ça, c'est quelque chose que Sonia avait immédiatement dès qu'on a commencé à en parler. Donc j'avais aucun doute sur le fait qu'on allait réussir à faire quelque chose de bien. Mais par contre, j'ai été surpris systématiquement par les propositions de Sonia, qui étaient tout le temps dans une justesse dingue. Et clairement, même moi, j'ai rien à cacher là-dessus. Je pense que si Sonia n'avait pas été là, et si elle n'avait pas créé ce qu'elle avait créé, la musique n'aurait pas du tout ressemblé à ça. J'ai la sensation que le son connecte émotionnellement le spectateur de manière beaucoup plus impactante, il me semble. Et j'ai la sensation que le narratif audio et les émotions des sons, les chants, la chanson notamment, le morceau chanté par Sonia dans cette BO, en fait, j'ai la sensation que ce langage-là, il est beaucoup plus impactant que les images par moment. Mais c'est intéressant ce que vous dites, et c'est vraiment... Je trouve que c'est intéressant de parler du son et pas que de la musique,
puisqu'en fait, si on prend une scène juste en prenant l'image et qu'on met un son qui raconte plein de choses différentes, on ne va pas avoir la même lecture de la scène en fait. Compréhension. La même compréhension, les mêmes sensations. C'est-à-dire que... donc je pense qu'effectivement, et c'est là que c'est assez vertigineux, je trouve, c'est que sur une même scène, les possibilités sont tellement grandes, d'un point de vue musical, hein, j'en reviens à la musique, de dire finalement, mais quel chemin on prend, et et c'est aussi ce que racontait Ibrahim, finalement, d'un point de vue émotionnel, quelle est la justesse en fait. Il n'y a aucune limite. Absolument tout est possible. C'est encore mieux que l'image, parce que le son ne présente aucune limite. Aucune limite. C'est l'image, s'il n'y a pas un minimum de sens, bien sûr. Il y a un moment où c'est un truc qui ne fonctionne pas. Mais musicalement, personne ne peut dire cette musique ne marche pas. Elle marche, c'est juste que ça dépend ce que tu veux dire. Donc, si on veut dire quelque chose en particulier, mais que la musique ne correspond pas à ce qu'on est en train de raconter, là il y a un décalage. Mais par contre, à aucun moment, si un réalisateur ou une réalisatrice considère que la musique correspond à ce qu'ils ont envie ou besoin de dire, alors la musique elle est forcément bonne. Et parfois, par contre, là où il peut y avoir une petite faute de goût, c'est quand il y en a trop. Oui. Moi, c'est là ou aussi peut-être quand il n'y en a pas assez. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Mais quand il y en a trop. On va dire le dosage, il va plus être sur la quantité, mais la qualité en elle-même ne sera pas remise en cause si l'enregistrement est de qualité, bien sûr. Peut-être que ce fameux dosage, il s'est harmonisé à tous les deux, finalement. Complètement. C'est comme ça que vous avez pu équilibrer un petit peu cette création. À trois, parce que c'est quand même Safi Noubou qui décide. Oui, Safi Noubou, pardon. C'est vraiment lui qui crée le dosage, qui sait... Enfin, c'est même lui le chef d'orchestre de toute cette aventure. Enfin, c'est lui qui décide quelle musique il veut, quels instruments il a envie, même parfois, quel type d'arrangement il a envie d'avoir. Moi, j'implique tellement... En général, j'aime bien impliquer les réalisateurs ou les réalisatrices avec qui je travaille, mais Safi en particulier est tellement impliqué dans ce qu'il fait qu'il décide énormément de choses. Je le raconte souvent, mais il y a même une musique un jour qu'on a enregistrée, c'est même lui qui est venu diriger l'orchestre. Tellement je sentais qu'il avait envie de s'impliquer et j'avais envie de lui laisser la place pour que ce soit lui qui décide de l'intensité. L'orchestre connaissait sa partie, donc il n'avait pas besoin que quelqu'un batte la mesure. Mais par contre, l'intensité, monter, baisser, en fonction de l'image, de ce qu'il y avait à raconter, il n'y avait que lui qui pouvait savoir. Je ne pouvais pas le décider à sa place. C'est magnifique, c'était donc, voilà, c'est surtout que, en fonction de ce que le réalisateur ou la réalisatrice veut dire, l'émotion qu'on va apporter, c'est une implication énorme de la part du réalisateur. C'est son bébé quoi, qui est raconté là en fait. C'est son histoire qu'on raconte. Oui, tout à fait. Je pense que tous les réalisateurs ne sont pas aussi impliqués. Non, pas tous. Alors évidemment, moi, je n'ai pas le panel, hein, parce qu'Ibrahim a travaillé avec beaucoup de réalisateurs, mais j'ai la sensation que Safi est quelqu'un qui est vraiment très sensible à la musique, d'un point de vue général, et de la musique sur l'image. Et donc du coup, c'est vrai que c'était assez... c'est vraiment aussi une richesse d'avoir un réalisateur qui va dire... Moi j'aime cet instrument-là, qui va aussi nous guider sur des choix précis d'instruments, par exemple, ou nous dire moi je veux pas du tout ça dans le film, nous donner quand même une liberté, mais avec, parce que finalement la liberté, oui, mais la liberté, voilà, c'est vertigineux, finalement c'est aussi avoir un cadre dans la demande, c'était assez, ça nous a donné une direction en fait. Et là, par exemple, Safi nous avait dit je veux pas du tout de piano. Donc on a mis un morceau au piano. Enfin, et voilà. Ou alors nous a parlé du rondroko, un instrument bolivien. Et ça donne, c'est des propositions qui sont fortes et qui ont donné du coup aussi une couleur à la musique, je crois. On va changer un tout petit peu de sujet. Je joins mes deux pieds et je saute carrément dans la flaque de l'IA. Comment est-ce qu'on accepte aujourd'hui de donner de la valeur au temps, justement parce que pour créer, en fait, le temps est un facteur important. En IA, on va sur n'importe lequel, Claude ou je ne sais pas, en un claquement de doigts, il y a un morceau qui sort et le pire c'est que c'est quasiment exploitable. Ça l'est complètement. Voilà. Est-ce que vous l'utilisez ? Comment on peut border tout ça, quoi ? Parce que là, pour le coup, en tout cas, ça pose question. Moi, ce que je pense de l'IA, c'est que c'est un outil incroyable. On est d'accord. Et qu'il faut apprendre à se servir de tout ce que la technologie nous apprend, nous apporte, nous offre. Je n'ai pas de contre-indication sur l'IA.
Le problème de l'IA potentiellement, c'est de s'en contenter. J'ai rien contre un burger, mais si tu manges que du burger toute ta vie, bah, c'est que tu ne vas plus jamais savoir ce que c'est de manger de la bonne bouffe. En fait. Mais le burger, c'est pas une mauvaise idée en soi. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Ça permet de se reposer un peu, de penser à autre chose, de ne pas se prendre la tête sur tout. Donc voilà, pour moi, la IA, c'est une aide. Comme Internet, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais si aller plus vite pour toi, c'est d'être arrivé, alors t'es pas allé très loin, en fait. C'est ça le truc. Et l'objectif de l'IA pour moi, c'est... Alors nous, on s'en est pas du tout servi là. Mais par contre, ça m'arrive de m'en servir, mais simplement pour stimuler, me challenger, parce que l'IA est capable de faire des choses incroyables auxquelles je n'aurais jamais pensé. Donnez-nous des exemples factuels, concrètement, en fait. Là, vous faites un morceau. Je peux vous donner des exemples hyper concrets. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais en studio à Los Angeles pour enregistrer avec des musiciens pour mon prochain album. D'accord. Et à un moment donné, il y a un jour, je me dis, oh là là, c'est vraiment dommage. J'étais avec des amis en studio et je leur dis, c'est vraiment dommage, j'aurais jamais le temps, mais j'aurais tellement aimé avoir des chœurs gospel sur ce titre-là, mais on n'aura jamais le temps. Ils me disent, pourquoi tu dis qu'on n'aura jamais le temps? Je dis, parce que t'imagines, il faut déjà écrire toutes les parties, je sais même pas où je vais trouver des choristes, etc. Il me dit, mais t'es à Los Angeles ici. Si t'écris ton truc là, dans 1 heure, t'as 10 choristes gospel incroyables qui sont dans ton studio, mais il faut que tu l'écrives. Je dis, mais j'aurais jamais le temps de l'écrire. Il me dit, viens, on fait ensemble, je vais te montrer comment tu peux le faire. Et donc ils ont ouvert une application d'IA. Il m'a dit, chante-moi l'idée de départ que tu as. Et donc je suis allé dans le studio et j'ai chanté le thème. Et il m'a dit, tu veux parler de quoi à ce moment-là? Je lui donne une phrase. Et l'IA a généré non pas les chœurs que j'ai gardés, non pas les paroles que j'ai gardées, mais a généré une sorte de proposition de chœur gospel sur une phrase en particulier que je cherchais à avoir, qui ressemblait étrangement, et c'est assez mystique quand même, à ce que j'avais en tête, à partir de l'idée que j'ai donnée. Et j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable, ça vient de concrétiser en 3 minutes ce que j'imaginais être incapable de faire finalement en 1 heure. Et ils me disent, si tu veux, on les appelle tout de suite. Donc le temps qu'on appelle les choristes, qui sont arrivés finalement à peu près 2 heures après l'idée que j'ai eue, 2 heures après ils étaient là, il fallait leur fournir les parties. Et donc j'avais donc repris les idées que l'IA m'avait proposées, je les ai améliorées, je suis allé encore plus loin que ce que l'IA m'avait proposé. J'ai retransformé toutes les paroles pour que ça fonctionne vraiment bien, et j'ai réécrit le texte. Mais au final, ça m'a donné vraiment l'idée que j'avais besoin d'avoir très très rapidement. Cet exemple nous fait toucher du doigt quelque chose, c'est que ça vous a permis de faire un brouillon très très rapidement. Exactement. Et quelque part, c'est un gain de temps fabuleux pour vous. Fabuleux, c'est phénoménal le temps que j'ai gagné. Sonia, vous en pensez quoi de cette nébuleuse qui se cache derrière ces 2 lettres IA en fait? Est-ce que concrètement c'est plutôt un ami, c'est plutôt un ennemi? Moi, je suis un peu partagée dans le sens où pour l'instant c'est pas un outil qui est dans mon quotidien. Après c'est vrai que sur le côté artisanal de ce qu'on a pu faire ensemble par exemple avec Ibrahim, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'humain quoi. Qui est voilà, on était ici au studio, on a eu la chance parce que Ibrahim est le producteur exécutif de la musique de Fils de Personne, donc on avait une liberté qui était dingue, on avait la possibilité d'avoir de magnifiques musiciens avec nous pour tester des choses, pas que pour les enregistrer, pour rester aussi dans la recherche et la création. Et on a fait exactement l'inverse de ce que l'IA offre. Oui. On a fait exactement l'inverse. Oui. On a fait nous-mêmes tout le boulot de recherche. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a cette aventure folle et qui est absolument hyper enrichissante dans ce qu'on a vécu et de toute façon le cinéma jusque-là c'était un art qui est artisanal. Quand on va sur un plateau de tournage et qu'on voit tout ce fourmillement de personnes qui c'est hyper émouvant et c'est incroyable de se dire que chaque détail a été pensé, que ce soit les costumes, l'éclairage, chaque détail sur une table, l'accessoiriste,
enfin, tout est pensé. Donc c'est vraiment artisanal. Et on voit comment les réalisateurs portent ces projets-là. Donc, alors je suis pas en train de je suis pas en train de dire que non, pas l'IA, mais en fait, je crois que c'est un outil à prendre en considération, qu'il faut utiliser comme un outil, pas comme une fin en soi. Parce que finalement, effectivement, comme dit Ibrahim très justement, si c'est pour arriver rapidement à un point, l'expérience en elle-même n'a plus vraiment... Et limite, tout le monde peut le faire. Tout le monde, oui, effectivement. Puisque l'IA est accessible aujourd'hui par tout le monde. Tout à fait. Alors peut-être que ça va révéler d'ailleurs des talents, si ça se trouve. En tout cas, pourquoi pas l'utiliser pour s'inspirer. Ibrahim dit que voilà, ça lui a fait gagner un temps fou, mais aussi, et je tiens à préciser que c'est hyper important cette info, qu'il a pris la matière et qu'il a amélioré la matière. Ça veut dire qu'il a mis de lui dedans. Et de toute façon, la musique c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est des millénaires. Nous, on travaille quand même sur des choses qui existent déjà, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est toujours d'essayer de réinventer. On a des références, on se nourrit de musique actuelle et ancienne. L'idée, c'est aussi de s'inspirer pour les digérer déjà, toutes ces influences musicales-là, et ensuite en faire quelque chose de personnel. Donc, si l'IA peut devenir une nouvelle source d'inspiration, pourquoi pas. C'est-à-dire que vous avez posé la question de l'IA par rapport à un aspect en particulier qui est le temps. Parce que vous auriez pu poser la question sur d'autres aspects. Oui. Mais moi, là où je suis fasciné par l'IA, c'est la question du temps. L'improvisation, on en parlait tout à l'heure, l'improvisation c'est exactement le contraire. C'est vraiment le principe de l'improvisation, c'est le yin et le yang de l'IA. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque réel de transparence par rapport à la créativité. Et ma question est la suivante, c'est est-ce que, comme certains produits de consommation courante, qui sont estampillés label rouge, pardon pour cette métaphore, mais est-ce que dans la musique, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement estampiller un label rouge musical? Mais ça, ils sont en train de le faire. Hein. Voilà, voilà. C'était un axe de réflexion que j'ai pu avoir parce que je me suis dit finalement... La musique organique. Voilà. Bon. De la musique bio. Bon. Mais ceci dit, c'est le terme d'aujourd'hui. On invente quoi comme nom, Ibrahim? On est en pleine création. Moi, ça me va de la musique bio. Musique bio. Bon. Ouais, organique, c'est beau, organique. Vous validez, Sonia? Plutôt organique, ça me plaît bien, oui. Organique, c'est international, hein. Ça veut dire bio. Ouais, ça veut dire bio en anglais. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on parle aussi, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire que finalement, quand la musique devient, par rapport au fil, par rapport à l'histoire, par rapport à l'émotion, quand tous ces éléments-là sont organiques, c'est-à-dire deviennent un seul et même élément, enfin il y a quelque chose qui est magique en fait. Souvent le mot organique en musique, ça s'apparente à des vrais instruments physiques. Or moi j'ai rien contre l'électronique par exemple, qui n'est pas organique. Vous la pratiquez? Oui, bien sûr. Heureusement d'ailleurs, ce serait triste de ne pas la pratiquer. D'ailleurs on l'a utilisé aussi dans ce film. Donc en fait on est sur un mélange entre des instruments organiques et des instruments électroniques. C'est la raison pour laquelle j'utilise plutôt bio. D'accord. Parce que bio ça veut dire que ça a vraiment été créé non pas par des intelligences artificielles mais par des intelligences tout court, j'espère, et surtout émotionnelles. Moi je vois ma fille, elle a 16 ans, la grande, quand elle est au lycée, qu'ils font des recherches, moi à mon époque on me disait non mais attends, une recherche, tu cherches la bonne encyclopédie, d'abord tu vas à la bibliothèque. Première chose déjà, c'est un des trucs les plus importants dans ta vie. Tu fais le mouvement d'aller à la bibliothèque. La démarche d'y aller. Ensuite, tu dois chercher le livre. Tu ne te fais pas aider par quelqu'un, tu vas le chercher toi-même, le livre. Et l'encyclopédie en question. Et dans l'encyclopédie, tu vas apprendre à chercher où est l'information, on ne va pas te la donner. Et donc, moi, je viens de cette époque-là, le Moyen-Âge, où... Moi aussi, ça n'est pas dur. Hein. Où il y avait... Sonia se rigole vraiment généreusement. J'ai quand même vécu. On donnait du sens à ça. Et donc, quand Internet est arrivé et qu'il suffisait de taper sur Google le nom de ce qu'on cherche et pouf, l'article sort, la plupart des gens vous auraient dit mais c'est absurde, c'est pas ça faire une recherche. Pour moi, on a régressé. Bon, là, on est 20 ans, 30 ans plus tard. On se rend compte que c'est pas une régression, c'est juste une avancée. Ça ne veut pas dire qu'on s'est cherché. C'est une évolution, on accepte ce truc-là et c'est devenu normal maintenant et c'est pas grave. Enfin, c'est devenu. Je suis sûr que même les plus radicaux de cette époque-là aujourd'hui vont dire non, bon, d'accord, j'étais un peu excessif, mais c'est évidemment que c'est plus facile. Voilà.
Donc c'est un peu la même chose quelque part. On a un peu cette possibilité aujourd'hui d'aller plus vite. La question c'est de savoir est-ce qu'on s'arrête là. C'est pour ça que j'ai dit, si on considère que c'est une fin en soi, alors oui, tu tapes sur Google, tu trouves l'information, tu la donnes à ton prof. Mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que tu es sûr que tu as vérifié les informations? Est-ce que tu as compris ce qui est écrit? Parce que si tu n'as pas compris, ça ne servira à rien, etc., etc. Donc il y a un peu la même chose avec l'IA. Si tu produis quelque chose mais que tu n'es pas capable de le reproduire sur scène, déjà tu as un handicap. Ça veut dire que tu vas de toute façon être bloqué par quelque chose, c'est que tu vas servir une nourriture que tu n'es pas capable de construire toi-même, tu n'es pas capable de cuisiner. Oh, vous me faites un petit peu la transition par rapport à ce partage dont on parlait tout à l'heure, cette création collective, etc. Vous préparez un immense projet, Ibrahim, pour l'année prochaine, quasiment dans un an, un peu moins d'un an. On parle du 10 avril 2027. Je fais une petite digression, Sonia, pardonnez-moi, mais c'est quelque chose de très très important parce que ça va être un événement quasi à résonance planétaire, on est bien d'accord. J'espère qu'on sera invité avec Sonia. On peut participer à ça absolument. Donc ça va se passer à Nanterre, à la Paris La Défense Arena. Ça sera donc le 10 avril 2027. Et là, racontez-nous, ça va être incroyable. Déjà 40 000 personnes dédiées à la musique jazz, en fait, sur scène. Ça, c'est quand même juste exceptionnel, d'accord. Et puis, vous avez un projet, vous allez faire venir des gens qui homologuent des choses officiellement. Je parle du Guinness Book. Racontez-nous tout ça, c'est incroyable. On sort un tout petit peu du cinéma, mais c'est tellement exceptionnel. Mais c'est tellement fou que c'est presque cinématographique. Ah, bravo. Merci, Ibrahim. Merci pour la transition. C'est-à-dire que même en film, j'aurais jamais imaginé que ça existerait. C'est fou. Mais écoutez, oui, je voulais fêter mes 20 ans de carrière. Moi, j'aime pas le mot carrière, mais en tant que musicien, voilà, en tant qu'artiste indépendant surtout. Et ce mot-là est très important pour moi parce que une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce concert en grand, c'est aussi parce que j'ai été complètement à contre-courant de toute l'industrie musicale depuis toujours. Et que cette grande salle est considérée un peu comme le Graal du système de l'industrie musicale d'aujourd'hui. Avant, c'était Bercy, d'accord, Arena de Bercy. On considérait que quand tu avais fait Bercy, c'est que tu avais en gros réussi à capter l'attention du grand public et donc tu étais un peu dans le système de l'industrie musicale. Et j'ai eu la chance de faire 3 fois Bercy, donc ça c'est une chance assez inouïe. Et là, pour fêter les 20 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus fou encore? Donc évidemment, la taille de la salle est importante, mais il n'y a pas que ça. Il y a la dimension de ce concert symbolique, la dimension symbolique. Il y a d'abord les 40 000 personnes, effectivement, ce qui d'ailleurs fera de ce concert le plus gros concert de jazz instrumental de l'histoire, ce qui est quand même assez dingue. Il y a aussi la dimension humaine qui pour moi est fondamentale dans cet événement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté dans ce concert. Vous savez qu'aujourd'hui, quand par exemple, je sais pas moi, un artiste très populaire comme Jul ou comme, je sais pas moi, Beyoncé ou des artistes qui en fait réunissent énormément de gens, souvent c'était des communautés. Jul, on sait que c'est un type de jeunes qui écoute cette musique, Beyoncé, on sait que c'est un type de personne, une catégorie socio-professionnel et un âge en particulier. Dans mon cas, et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de célébrer en XXXL, c'est que j'ai des familles moi qui viennent me voir en concert. Donc il y a de tout, toutes les ethnies, tous les âges, toutes les origines, toutes les religions, toutes les cultures, des gens qui aiment le jazz, des gens qui n'aiment pas le jazz, des gens qui m'ont entendu avec Amadou et Mariam ou avec Khaled ou avec je sais pas qui. Ou avec Sting, et des gens qui m'ont entendu avec Vincent Delerme ou avec Lassad Essela ou avec je sais pas. Mathieu Chédid. Mathieu Chédid, ça. Donc en fait c'est vraiment un public qui ressemble exactement à la société dans laquelle on vit. Oui, ça draine large. Moi c'est vraiment, je crois que dans tout ce que je peux considérer comme étant ma vie de musicien, c'est ce dont je suis le plus fier. Je vais beaucoup voir des concerts, je sors énormément depuis 30 ans. Mon premier concert c'était Michael Jackson au Parc des Princes en 96. Je crois que la seule fois de ma vie où j'ai vu ça, en vrai, c'était au concert de Michael. Wow. C'était des familles qui étaient là tous ensemble, peu importe les générations, des vieux, des jeunes, des enfants, des ados. Et je me rappelle avoir vécu ce moment-là, ce jour-là, en me disant « Waouh, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans ma ville, quoi. » Et depuis, je n'ai jamais revécu ça. Jamais. Et pourtant, il peut y avoir des occasions comme ça. Les concerts de Sting sont incroyables, mais les concerts de Sting, malheureusement, les jeunes ne sont pas très souvent là, etc. Moi, comme j'enseigne beaucoup, que je suis beaucoup dans la pratique instrumentale, beaucoup de jeunes viennent voir mes concerts aussi. En fait, j'aurais aimé pouvoir faire aussi des musiques de films. Mais j'ai sorti 21 albums et il y aura déjà 3h30 de concerts.
Donc si je devais faire les musiques de film, il faudrait que je rajoute 3h30 de concert. Donc il faudrait que je fasse 8 heures, 7 heures de concert. Donc j'aurais bien aimé. Peut-être qu'un jour je ferai un concert uniquement dédié aux musiques de film. Et là on aura quelque chose à vivre ensemble sur scène. Sonia, on prend date. Ça c'est sûr. On prend date, c'est noté, attention. Mais c'est vrai que j'ai pas inclus les musiques de film dans ce concert parce que c'était impossible. Et par contre, là où vous parliez de records, etc. C'est ce que je voulais évoquer avec vous. Juste avant le concert, je crois qu'il y a quelque chose de prévu. Exactement. Donc juste avant le concert qui lui va durer donc 3h30, qui est assez mastoc. Bien sûr. Avant ça, donc à 19h, le concert commence à 20h, mais à 19h, on va créer en fait un moment complètement dingue autour de l'improvisation. Je leur donnerai aucune direction musicale, ni harmonique, ni mélodique, ni rythmique, aucune. Donc c'est eux qui vont tout créer de A à Z. C'est le public qui va le faire. Mais par contre, je vais leur expliquer comment on fait. Et on va faire plusieurs essais qui vont rater, évidemment, et à un moment donné, il y en a un qui va fonctionner, ça sera le bon. Et c'est ça qui devrait être logiquement homologué. Et ce sera ça qui sera homologué. Absolument. Ça fait envie, hein. Et c'est assez fou, hein. C'est un défi qui n'a jamais été fait, évidemment, avant. Je trouve que ça vous ressemble tellement, ce genre de provocation, où vous êtes en train d'explorer comme ça des choses qui... En fait, je pense que le ciment, votre marque de ciment qui permet de faire que les briques s'amoncellent les unes aux autres, ben c'est ça en fait, c'est que vous voulez faire des choses où finalement on n'a jamais mis trop les pieds, et c'est là où démarre le champ créatif. Ben là où vous avez touché un point qui me parle beaucoup, c'est la notion du temps, encore une fois. C'est que là, ce que je veux, c'est qu'entre 19h et 19h40, c'est-à-dire le temps de ce moment, je voudrais ralentir le temps. Je voudrais vraiment que les gens se rendent compte que d'un seul coup, là on s'arrête, stop. On va prendre tout ce temps pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire réussir par la même langue. Juste trouver une harmonie. Ouais, c'est ça. Juste une harmonie. Déjà, si on arrive à faire une harmonie et une pulsation commune, c'est déjà énorme. Et si le public réussit à créer une harmonie et une pulsation, on devrait réussir à créer une mélodie au-dessus de ça, sans problème. Et si on y arrive, c'est un défi dingue. Moi, je suis sûr qu'on va y arriver. Parce que j'ai déjà fait cette expérience dans plusieurs contextes, avec beaucoup moins de monde évidemment, mais on en a fait une par exemple avec 10 000 personnes au jardin du Palais Royal à la Fête de la Musique il y a une dizaine d'années. Et ça avait fonctionné, ça avait marché. Donc je suis certain à 100% même, 99,99%, je suis certain à 100% que ça va fonctionner. Mais par contre, c'est vrai que ça va être une vraie leçon de temps, de gestion du temps. On rappelle la date de cet événement absolument exceptionnel, ce sera donc le 10 avril 2027 à la Paris La Défense Arena. Vous avez encore plein d'actualités, mais une que je ne peux pas passer sous silence, c'est un duo sur des chansons françaises que vous êtes actuellement en train de préparer également. Et je crois qu'en fait, le duo se fait avec une personne que vous connaissez plutôt très bien. Son prénom c'est Iba et je crois que c'est votre épouse. Effectivement. Racontez-nous rapidement. Mais avec Iba, ça faisait des années qu'on avait envie de travailler ensemble sur un projet vraiment ensemble, pas juste qu'elle monte sur scène avec moi ou que je monte sur scène avec elle, qu'on fasse quelque chose d'un peu plus poussé. Et c'est drôle, c'est un concours de circonstances. Hein. Iba venait d'obtenir la nationalité française. Et je lui disais, ça y est, tu vas pouvoir vivre à la française. Ça nous faisait marrer, puis je la charriais un peu là-dessus. On rappelle que vous êtes tous les deux d'origine libanaise. On est tous les deux libanais d'origine, tous les deux nés au Liban. Iba est né là-bas. Hein. Et moi aussi. Ouais. Et vous aussi. Tous les deux nés là-bas. D'accord. Et donc, à force de se charrier, on a fini par partir sur cette idée qu'on pouvait reprendre des chansons françaises à notre façon. Génial. Ça ne sera pas à la française, mais à notre façon. Et donc, comme elle est devenue française, ça devient quand même finalement un peu à la française. On a appelé cet album à la française. Et donc, il sort à notre anniversaire, notre 6e anniversaire de mariage en septembre. Excellent. Voilà, et c'est que des reprises de chansons qu'on adore, elle et moi, à notre façon. Génial. Tout simplement. Merci pour ces informations. Sonia, je voudrais revenir vers vous parce que dans votre parcours professionnel, donc, vous avez évidemment... la musique est au cœur du réacteur, si je peux dire, mais vous avez également appris le cinéma de manière un peu plus transversale. J'avais une question un peu plus personnelle, en fait. Est-ce qu'un jour, la réalisation pourrait potentiellement faire partie de votre envie, de votre désir, où la musique est installée définitivement et seulement la musique ? Oui, totalement. En fait, moi, j'ai commencé... mes 2 premiers amours sont le cinéma et la musique. Donc... très vite, j'ai voulu filmer ma grand-mère, j'avais 17 ans et voilà, elle m'a raconté sa vie.
Ensuite, j'ai fait des études de cinéma, en fait, d'abord. Parce que La Sorbonne, je crois. Oui, oui, tout à fait. Et donc, justement, dans le cadre de mon master professionnel à la Sorbonne, j'ai pu réaliser 2 courts-métrages. Et j'ai eu la chance de les voir diffusés en télé. À France Télévisions. Oui, et Ciné+. Et j'ai adoré, en fait. Aujourd'hui, j'ai la sensation que... alors, bizarrement et humblement, la musique de film, c'était pas pour moi une fin en soi, c'était pas quelque chose que j'avais rêvé. Mais le fait d'avoir eu ce bagage de réalisatrice en herbe pendant mes études... Émergente. Oui, en herbe, enfin, de réalisatrice, parce que vraiment, c'était pas... J'émergeais pas, j'ai pas émergé. Non, c'était vraiment, je me suis essayée à la réalisation. Donc c'est pour ça que je dis réalisatrice en herbe. Et par contre, j'ai aussi fait des études dans le son, en tant que technicienne du son. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est ces 2 aspects-là qui me permettent de comprendre ce langage qui est celui de la musique de film. Et voilà. Je pense que c'est une façon aussi d'appréhender tout le spectre de l'univers du cinéma. J'avais une petite question un peu clin d'œil, mon cher Ibrahim. J'allais vous demander, finalement, c'était mieux à 2 ? C'est mieux à 2 ou c'est mieux tout seul ? C'est un petit clin d'œil évidemment à une certaine actualité. On salue M. Lelouch d'ailleurs à ce titre. Je crois qu'il n'y a pas de règle. D'accord. Ouais, il n'y a pas de règle. J'ai adoré qu'on travaille ensemble. Je serais ravi qu'on refasse des films ensemble avec Sonia. Je suis pas sûr que j'aurais envie de le faire avec quelqu'un d'autre. Mais là, parce que je sais que ça marche. Comme on dit, ça a matché. Ça a matché. Est-ce que c'est mieux ou pas tout seul ? C'était surtout le finalement qui était important. Là, c'est marrant parce que pour le coup, Claude Lelouch, qui a un cinéma quand même qui n'a rien à voir avec le cinéma de Safy Noubou, j'ai adoré aussi travailler avec Claude Lelouch évidemment. Mais Claude, par exemple, j'avais enregistré, pas que composé, j'avais composé et enregistré toute la musique avant même qu'il tourne la première image. Ce qui est quand même un truc incroyable. Moi, j'avais jamais vécu ça avant. Et les expériences avec Claude Lelouch sont assez exceptionnelles. Voilà, je sais que en règle générale. Exactement, je sais que Claude a vraiment sa manière de travailler qui est tout à fait personnelle, qui n'a rien à voir avec le reste du cinéma. C'est vrai. En général, et il a vraiment sa façon de faire. C'est aussi lui son expérience. Il vient du clip de ce qu'ils appelaient les Scopitones à l'époque, où lui il a pris l'habitude en fait de mettre des images sur des sons, et donc il a gardé cette habitude même pour ses films. Et je comprends, c'est une manière de travailler qui est géniale. Donc pour moi c'était hyper facile du coup, parce que j'ai juste composé sans finalement me plonger dans l'image, et c'est lui qui en a fait ce qu'il voulait être dans son image. Ce qui est finalement le travail inverse de ce que nous on a fait. Donc c'est pas tellement finalement si je suis tout seul ou à plusieurs pour composer, c'est plus avec qui on travaille, qui est le réalisateur et la réalisatrice avec qui on travaille, quelle est leur manière de travailler. Et il m'est arrivé parfois malheureusement et que ça se passe pas bien. Ça arrive, hein. C'est-à-dire quand le réalisateur ou la réalisatrice ou les producteurs, parce que parfois les producteurs ont une place assez importante dans la production d'un film, parfois même un peu trop importante à mon goût, et c'est quand eux ne sont pas à l'écoute de la proposition qui est faite, et évidemment aussi quand le compositeur n'est pas assez à l'écoute de ce que le producteur et les réalisateurs veulent. Donc ça peut arriver aussi. Donc quand le dialogue est rompu, en fait. S'il est rompu, ça peut pas fonctionner. Mais dès qu'il y a de la discussion, dès qu'il y a des échanges, moi ce que j'ai souvent refusé de faire maintenant parce que ça fonctionne pas, c'est quand on vous demande des démos sans même avoir pu parler avec le réalisateur ou la réalisatrice, sans rien savoir sur le film à part juste le script et quelques lignes. Et on vous dit voilà, on voudrait une démo dans le style de est-ce que tu peux l'envoyer ? Je commençais à faire ça à une époque, je fais stop, on arrête. C'est plus du cinéma. C'est pas le bon chemin. C'est pas du tout fait pour moi. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Moi, c'est pas du tout mon délire. Moi, j'ai besoin de parler avec les gens, les regarder dans les yeux, sentir. Mais quand ils sont venus dans mon studio, qui étaient assis là, au même endroit où on est assis, et qu'on a discuté, en général, on descend au sous-sol. J'ai mon piano ou les instruments. Je fais une proposition, et en général, si on était sur la même longueur d'onde, la proposition, elle est validée direct. Oui, en fait ça devient presque accessoire la musique, c'est que la compréhension intellectuelle est là. C'est la compréhension qui est le plus important. Et forcément, en fait, la déclinaison artistique, elle est forcément fluide. Parce que tout est possible, encore une fois, comme le disait Sonia tout à l'heure. Tout à fait. Parce que tout est possible, si tu me dis que tu veux ça, on le fait, si tu me dis que tu veux plutôt ça, on le fait aussi, on peut essayer de faire de telle ou de telle ou de telle ou de telle manière. On arrive vraiment au terme
de l'interview. On n'a pas parlé de votre actualité, Sonia. En fait, vous poursuivez l'aventure avec Safi Nebou, puisque vous travaillez sur une série qui s'appelle donc Les Disparus des Argonnes, en fait. Vous voulez nous en parler brièvement ? Oui, tout à fait. C'est une série pour France 2, D'accord. En 4 épisodes. Ça sortira... Normalement diffusée à l'automne. D'accord. Normalement. D'accord, très bien. Aussi. Ben voilà une petite info. Voilà, dans le 4 rôle principal, épisodes. on connaît... Mehdi Nebou, D'accord, Alix Poisson, très bien. Cyril Lecomte. Très bien. Voilà, Ben, écoutez, on regardera ça avec grand intérêt. Alors, on a une tradition à la radio du cinéma, on va terminer l'interview avec 3 questions. C'est pas un piège, hein. Je vais vous demander respectivement vos films préférés, pour quelles raisons, vos musiques de films préférées, pour quelles raisons, et votre réplique préférée. Si vous voulez, on pourra la faire ensemble, s'il n'y en a qu'une, il n'y a aucun problème. On commence peut-être avec vous, Sonia. Votre film préféré, sinon, si Ibrahim l'a déjà, on commence avec vous. Alors, moi je veux bien répondre, hein, en tout cas, mais parce que ça dépend des époques, en fait. Ah, là, c'est vraiment, vous partez sur une île déserte, il y a un film. C'est lui. Alors, Interstellar sans hésiter. Oui, dont l'affiche est juste avec nous, ici accrochée au mur. C'est pas par hasard qu'elle est là. Pour quelle raison vous aimez ce film ? Encore une fois, la gestion du temps et le rapport sur la transmission et sur la magie. La magie du futur, la magie de comment les technologies vont avancer, etc. Il y a tout dans ce film. Sonia ? Alors moi, vous m'avez posé une colle, je dois dire. Donc je vais un peu tricher. Non, pour rigoler. En fait, sur une île déserte, parce qu'en plus il a parlé d'Interstellar, Gravity, sur la solitude justement. Excellent. Avec la musique de Stephen Price. Là, on parle du film. Hein. Ah oui, pardon. Ouais. Mais que je trouve absolument bouleversant. D'accord. Voilà. Après, je ne sais pas si ce serait vraiment le film qui me réconforterait sur une île déserte, mais... Il en ferait partie. Voilà. En termes de musique, Ibrahim, peut-être ? Je vais pas être très original, hein. Dites-moi. Hans Zimmer dans Interstellar. C'est pas trop mal. Je trouve mais pas parce que la musique est mieux qu'une autre, meilleure qu'une autre, mais parce qu'encore une fois, on parle de musique de film. Elle est tellement fusionnelle avec le... Exactement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais ressenti... J'ai fait beaucoup d'analyses là-dessus pour essayer de comprendre d'où ça venait. Intéressant, ça. D'ailleurs, il y a un des éléments que je pense être une des raisons pour lesquelles je suis autant touché. C'est que... Alors je sais pas si ça... D'ailleurs, il faudra que j'en parle avec quelqu'un, que je leur demande, mais... Je sais pas si c'est Christopher Nolan ou Hans Zimmer qui a eu cette idée, mais c'est une idée dingue, une idée de génie. C'est qu'il y a un seul instrument qu'on peut pas emmener dans l'espace. Il y en a un seul. C'est l'orgue d'église. Ben oui. On peut pas faire voyager ça. Ben oui. C'est celui qui a été utilisé. Je trouve ça juste incroyable. Ouais. L'idée, je sais même pas s'ils l'ont pensé de cette manière-là, si c'était venu instinctivement ou s'ils y ont pensé. Je trouve ça fou d'avoir choisi cet instrument-là. Ouais. Est-ce que vraiment on va être capable de transporter l'orgue, tout ça c'est métaphorique, hein, aussi loin? Est-ce que l'humanité va savoir vraiment aller aussi loin? Est-ce qu'on va être capable de comprendre la notion du temps avec cette histoire de Tesseract, avec ce voyage dans le temps? Est-ce qu'un jour on va être capable de faire ça? Mais musicalement, je trouve qu'il s'est passé quelque chose pour moi, c'est là où la magie, elle nous dépasse complètement. Sonia, vous avez... Alors, on ne peut pas considérer Ibrahim Malouf dans les compositeurs. Donc, vous pouvez choisir tous les autres. Non, elle n'allait pas dire ça, on ne peut pas déconner. Alors moi... Hors jeu. Non, je dirais Alexandre Desplat. Ah, bien sûr. Ouais. Que vous connaissez personnellement? Non, je crois qu'Ibrahim, oui. Oui, j'ai déjà travaillé avec un grand compositeur français. Il y a un film en particulier qui vous a... The Ghostwriter, par exemple. Très bien, très bien. Oui, là j'ai beaucoup d'admiration. Bon. J'adore. Et pour finir, une réplique, peut-être, je sais pas, vous avez une réplique culte que vous avez comme ça. Ibrahim, vous avez... Ah, je peux citer encore Interstellar ou pas? Là, c'est Strike. Hein. Là, c'est Strike. Hein. Mais il y a ce moment dans le film quand même qui est juste incroyable. C'est le moment où... parce que je ne vais pas spoiler, mais je crois pas qu'il y ait des gens sur Terre qui n'ont pas vu Interstellar. Et d'ailleurs, il y en a moins. S'il y en a qui n'ont pas vu Interstellar, tant pis pour vous, je spoil quand même. Parce que vous auriez dû aller le voir. Non, il y a ce moment où, à la toute fin, quand il se retrouve avec sa fille, lui, elle n'a pas changé d'âge, puisque lui, ça fait que quelques minutes qu'il est parti. Exact. Elle, c'est toute sa vie qui est passée, et elle lui dit une phrase qui est que c'est mon papa qui me l'a promis. Quand il lui dit, mais comment tu sais que j'allais revenir? Comment tu as su que j'allais revenir? Elle lui dit, c'est mon papa qui me l'a promis. Or, son papa... Enfin, bref.
Oh, personne voulait me croire. Mais je savais que tu reviendrais. Pourquoi? Parce que mon papa me l'avait promis. On retrouvera Ça, la référence, moi, mais ça merci me- pour ça. Ça m'explose le cœur. Je voulais vous remercier C'est ma très réplique. chaleureusement pour cet échange de grande valeur. Merci beaucoup. C'est vous. Et on est très honorés de vous avoir rencontrés tous les deux en même temps pour la radio du cinéma. On se dit à bientôt et puis très bonne bientôt, chance à merci. ce projet.